Alors donc, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle. 23e Web Radio en ce mercredi 19h. Aujourd'hui, il est question des charges communes, communément appelées frais de condo, impayés. Comment doit-on percevoir les frais de condo impayés? Donc, les frais de condo impayés, c'est une réalité courante en copropriété. C'est un des plus graves problèmes, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, des copropriétaires qui ne paient pas leurs frais de condo, ça crée des problèmes parce que ça prend de l'argent pour gérer une copropriété, pour administrer. Il y a des besoins financiers et puis les frais de condo, c'est une donnée extrêmement importante. Alors, plusieurs syndicats doivent faire face aux charges communes impayées, ce qui les force à recouvrir les montants en souffrance, même si cette opération n'est pas toujours des plus agréables, n'est-ce pas? Cela dit, les copropriétés qui font affaire avec un gestionnaire de copropriété pourront lui confier cette tâche. Ça ne veut pas dire que le gestionnaire est toujours heureux de percevoir les frais de condo, mais ça fait partie de sa charge. N'est-ce pas, Mathieu Blanchette, gestionnaire chez gestiondecondo.com? Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, François. Merci pour l'invitation. Maître Papineau qui est avec nous également pour en discuter, pour aborder toutes les questions, tout le volet légal. Donc, Maître Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Bonsoir, Maître Papineau. Bonsoir, M. Sellier. Alors, les charges communes constituent la colonne vertébrale du budget prévisionnel d'une copropriété, car elles en créent la base financière. Donc, ces frais de condo permettent de faire un budget prévisionnel, le budget annuel, et qui doit répondre aux besoins financiers des syndicats de copropriétaires afin que ces derniers puissent entretenir et conserver l'immeuble adéquatement. Il ne pourra jouer son rôle adéquatement, correctement, que si ce budget est bien réfléchi et si l'argent est là. Alors, si dans un immeuble de 20 unités, il y en a 10 qui ne paient pas leurs frais de condo, il risque d'y avoir un trou budgétaire, un trou énorme. Donc, il existe deux moyens de percevoir les frais de condo impayés. Maître Papineau va nous en parler de long en large. On peut soit inscrire un avis d'hypothèque légale du syndicat sur l'unité concernée ou aller aux petites créances. Maître Papineau va tout nous détailler ça. Sachez, chers auditeurs, qu'un copropriétaire qui n'a pas payé ses frais de condo depuis 3 mois n'a plus le droit de vote lors d'une assemblée de copropriétaires. Sachez également qu'après avoir déployé tous les recours possibles pour percevoir les frais de condo et qu'un copropriétaire s'entête à ne pas payer, son appartement pourrait être vendu sous contrôle de justice. Alors, l'appartement, fini, parti, capote, le copropriétaire délinquant peut finir par perdre son condo. Par ailleurs, avant d'acheter un condo, et on va en parler pendant l'émission également, assurez-vous que le copropriétaire vendeur a payé toutes ses charges, à savoir les frais de condo, mais aussi une possible cotisation spéciale qui a été votée lors d'une assemblée à laquelle le copropriétaire vendeur a participé, donc avant la vente. Parce que sinon, en vertu de l'article 1069, je ne me trompe pas, M. Papineau, c'est l'acheteur qui devra payer les charges impayées du copropriétaire vendeur. Donc, pour discuter tout ça, je vous rappelle que je suis en compagnie de Mathieu Blanchette, gestionnaire chez gestiondecondo.com et de Maître Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Avant de leur céder la parole, juste vous rappeler, chers auditeurs, que vous pouvez poser vos questions à nos invités qui se feront un plaisir d'y répondre. Et je vous envoie également sur le site condolégal.com. Alors, dans le site condolégal.com, dans la section Vos droits, vous cliquez sur la page d'accueil dans la section Vos droits, fiche pratique, et vous allez trouver la fiche Percevoir les frais de condo. Alors là, ça fait exprès. Normalement, je devrais les avoir. Voilà, les charges communes impayées, percevoir les charges communes impayées. Il y a également une autre fiche pratique dans la section Achat, ici, qui vous amène aux charges communes, qui explique ce que c'est. Et puis, vous allez dans le glossaire, vous pouvez également taper des mots-clés, dont un qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, ordonnance de sauvegarde. Vous cliquez là-dessus, vous tombez sur la définition et sur des articles liés, donc percevoir les charges communes impayées, que je vous ai montré ici même dans la section Vos droits. Donc, je reviens à nos invités. Alors, la première question. Maître Papineau, on dit que lorsque un copropriétaire ne paie pas ses frais de condo, il ne faut pas attendre avant d'entreprendre des démarches. Pourquoi? Écoutez, il ne faut pas attendre. On peut attendre un peu, mais il ne faut pas laisser dépérir la situation.
Premièrement, parce que, comme vous l'avez dit, le syndicat a besoin de cet argent-là pour payer ses créanciers, ses fournisseurs. Deuxièmement, quand on laisse le débiteur s'empêtrer dans ses retards, on fait juste empirer la situation. Et troisièmement, au pire aller, si vous attendez et ne faites jamais rien, au bout de 3 ans, la créance s'efface. Ouais. Vous l'avez souligné avec la prescription. Donc, ce n'est pas rendre service ni aux créants, ni aux syndicats, ni aux débiteurs que de trop attendre. Mais effectivement, M. Blanchette va nous donner des exemples. Il y a des fois, oui, on peut attendre, il y a des situations particulières, mais en dehors de ça, non, on ne devrait pas trop attendre. Euh, Justement, Mathieu Blanchette, dans votre charge en tant que gestionnaire de copropriété, êtes-vous souvent appelé à percevoir les prêts de condo impayés parce que vous êtes évidemment mandaté par des syndicats de propriétaires, en l'occurrence des administrateurs qui vous donnent le mandat, par exemple, de percevoir les prêts de condo. Est-ce que c'est une pratique courante chez vous? Courante, oui. Malheureusement, ça fait partie de notre offre de service. C'est les dossiers qu'on aime le moins traiter, évidemment, parce que c'est une situation qui est souvent sensible là, chez les copropriétaires là, qui la vivent. Puis c'est souvent nous qui allons être les premiers informés de la situation parce qu'on a accès au compte bancaire du syndicat. Donc, on voit les entrées-sorties de fonds du compte bancaire. On gère aussi les prélèvements automatiques. Là, de plus en plus, les syndicats s'en allent sur des prélèvements automatiques des charges communes. Donc, on va être avisé normalement assez rapidement là, dans les quelques jours suivant là, le dépôt des frais de condo. On va être avisé si un chèque ou un prélèvement ou un virement rebondit dans le compte bancaire là, du syndicat. Ouais. On a déjà vu, Maître Papineau, puis c'est une anecdote un peu drôle qu'on raconte avant d'entrer dans le vif du sujet, là, des copropriétaires payer leurs frais de condo lors d'une assemblée de copropriétaires. Parce qu'on sait qu'après 3 mois de frais de condo impayés, un copropriétaire n'a plus le droit de vote lors d'une assemblée générale de copropriétaires. Donc, est-ce que c'est permis, Maître Papineau, d'agir comme ça, de payer au moment de l'assemblée? Non seulement c'est permis, mais le copropriétaire qui veut récupérer son droit de vote doit payer et on ne veut pas avoir un chèque qui va rebondir parce que la banque a pas assez d'argent. On ne veut pas des promesses, on veut pas, puis c'est pas tous les syndicats qui sont équipés avec des machines de carte de crédit. Donc oui, le mode de paiement le soir de l'Assemblée, c'est de l'argent comptant, à moins que ce soit un mandat bancaire ou quelque chose du genre. Donc, ça prend une garantie parce qu'évidemment, un copropriétaire pourrait dire, voilà, je vous donne un chèque et j'ai le droit de voter et le chèque est en bois. Comme vous Et dites, voilà, la banque n'a pas assez d'argent. OK. c'est ça. Advenant que les frais de condo en souffrance ne sont pas perçus après 3 ans, on dit également qu'il y a prescription. C'est vrai, ça, Maître Papineau? Exactement. Alors, toutes les sommes, chaque mois, les sommes s'accumulent et au bout de 3 ans, le paiement le plus en retard de 3 ans va s'annuler et ainsi de suite pour chaque mois. Ce n'est pas la totalité des frais de condo qui va être annulé ou prescrit, c'est la période où le paiement mensuel qui aura plus que 3 ans. OK, OK. Donc, OK. Tout ce qui excède 3 ans, mais tout ce qui est avant 3 ans peut être récupéré. Oui, OK. Est-ce que vous avez vu ça souvent, Maître Papineau, dans votre pratique, des scénarios selon? ça prend des très mauvais administrateurs. Écoutez, que tu attendes une semaine, 1 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, ça se peut, là. Mais que tu laisses prescrire ça, j'ai jamais vu ça et j'espère qu'on ne le verra jamais non On ne plus. verra pas ça. Mathieu, lorsque vous êtes mandaté par un syndicat, un nouveau syndicat, est-ce que ça vous arrive de constater que des retardataires n'ont pas payé leur frais de condo depuis 1 an, 1 an et demi? Ça a déjà arrivé, malheureusement. Ça n'a pas arrivé souvent, mais oui, ça va arriver. Quand on prend en charge un nouveau syndicat, normalement, on va regarder la dernière année financière au complet, voir s'il y a des anomalies et tout, parce que quand on prend un nouveau syndicat, c'est rare que le dossier est parfait. C'est souvent parce qu'il pour X raisons, mais oui, parce normalement, on va présenter les états financiers qui ont été faits soit par l'ancien conseil d'administration, le conseil d'administration actuel ou un ancien gestionnaire, ou il n'y a tout simplement pas d'état financier.
Donc, on doit remonter au complet une année financière. Donc, c'est là qu'on va s'apercevoir s'il manque de l'argent de la part des copropriétaires. Est-ce qu'on constate que les retardataires depuis plus d'1 an, qui ont pris des bons plis là, depuis 1 an, ils n'ont pas payé sans être vraiment inquiétés, est-ce que c'est plus dur de leur faire entendre raison, ces gens-là? Oui, mais c'est justement un des éléments qui sont importants quand le conseil d'administration justement mandate un gestionnaire, c'est parce que souvent, malheureusement, certains copropriétaires ne prennent pas assez au sérieux les demandes des administrateurs, puis là, le dossier dure dans le temps, etc. Les suivis sont laissés pour mort, donc ils vont engager un gestionnaire pour justement faire les suivis nécessaires. On va sortir les articles de la déclaration de copropriété qui parlent des clauses pénales. On va envoyer une mise en demeure avec des frais d'intérêt à un moment donné qui vont partir. Donc, avec une structure assez rigide et en expliquant à l'avance qu'on part le recouvrement envers un propriétaire, on lui explique les étapes qui vont venir si on n'a pas sa collaboration. Donc, normalement, on a des oreilles ouvertes là, de la part du copropriétaire fautif là, quand il est mis devant le fait accompli, puis les articles de déclaration qui en découlent. Il finit par entendre raison. J'étais un peu concentré sur l'ordinateur portable parce que des internautes nous disent que le son coupe. Est-ce que je leur pose la question, s'ils peuvent me répondre, ce serait gentil. Est-ce que le son coupe encore? Si c'est le cas, on aimerait bien le savoir parce qu'on va se reconnecter. Sinon, on continue. Bon, alors, maintenant, on tombe dans le vif du sujet. Là. Avant d'entreprendre des démarches judiciaires, avant d'intenter des procédures judiciaires pour recouvrer des frais de condo impayés, j'imagine, M. Papineau, qu'on commence par la civilité, c'est-à-dire appeler les copropriétaires concernés 1 fois, 2 fois, 3 fois pour leur demander de payer. On leur donne combien de chances là, qu'on leur donne? Mais regardez, nous, le dossier nous arrive une fois que le gestionnaire a déjà tout fait ça. Alors, Mathieu va pouvoir vous le confirmer puis vous donner des exemples. On appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça dépend des cas, ça dépend de la personne, du copropriétaire, ça dépend de sa réceptivité. C'est des cas particuliers chacun. Là. Oui, mais Mathieu, comment on gère ça, cette espèce de première étape de rappel des frais de condo? Comme disait M. Papineau, ça varie d'une personne à l'autre? Oui, effectivement, ça varie aussi ce que les administrateurs nous ont dit par rapport à la situation. Est-ce que c'est une situation qu'ils vivent à chaque année, puis il faut rappeler à l'ordre certains copropriétaires, ou c'est tout nouveau? Puis particulièrement cette année, avec tous les événements qu'on vit, puis la situation financière qui est plus précaire chez certains, bien, on va se montrer un peu plus conciliant dans la mesure que les copropriétaires nous parlent là aussi, puis nous expliquent la situation. Donc, quand on constate qu'il y a un montant sans fond, on va contacter le copropriétaire assez rapidement. Normalement, ça se fait si on dépose, par exemple, les chèques au 1er octobre, qui est demain, bien, on devrait être avisé du chèque sans fond entre le 5 et le 8 du mois. Donc, normalement, aussitôt que je suis avisé, il y a un courriel qui part chez le copropriétaire pour connaître la raison, parce que c'est pas nécessairement un défaut. Ça peut être, des fois, c'est peut-être une inadvertance. Le copropriétaire a oublié de transférer l'argent dans ce compte bancaire-là. Ça peut être un compte conjoint, etc. Ça peut être un changement de compte bancaire, c'est plus le bon folio qu'on a, etc. Donc, il peut y avoir un paquet de raisons que c'est simplement au niveau là, structure bancaire qui est à modifier. Mais sinon, ben, si c'est temporaire, au niveau de la situation, on va se montrer conciliant, patient. Puis, on va faire certains suivis, par exemple, sur quelques semaines, à savoir, bien, est-ce qu'au 1er novembre, on peut prendre la charge commune de novembre et la charge commune qui est due en octobre. Donc, on va s'ajuster. Mais dans la plupart des cas qui se rendent dans le bureau à M. Papineau, c'est des copropriétaires qui ne nous donnent pas de nouvelles complètement. Donc, ils savent qu'ils vont être en défaut de paiement, ils ne répondent pas à nos appels, ils ne répondent pas à nos courriels. À ce moment-là, ben, on va modifier la teneur de nos courriels. Donc, les premiers courriels, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, si c'est temporaire ou pas.
Ensuite, peut-être le mois suivant, on va dire, voici les articles de la déclaration de copropriété en lien avec le non-paiement. Parce qu'après 7 jours de non-paiement, le conseil d'administration peut mandater le gestionnaire d'agir, mise en demeure, etc., aller dans le recouvrement tout de suite après 7 jours. C'est quand même assez rapide. On va en parler de ça, mais avant, j'ai une question fort intéressante posée par une internaute. Ça doit arriver souvent, ça aussi, je peux vous le confirmer, ça arrive, plusieurs administrateurs me le disent. Que peut-on faire avec un copropriétaire qui continue, qui ne paye pas le premier? Il finit par payer dans le mois, mais il ne paye jamais le premier du mois. Il faut toujours lui tirer le diable par la queue pour le faire payer. Et il ne paye jamais le premier du mois. Parce que c'est ça que les administrateurs font, ils sont obligés de faire un suivi tous les mois pour lui demander de payer. Il finit par payer, mais il ne paye jamais le premier du mois. Comment on fait pour recadrer ces gens sans être trop cavalier non plus, mais en leur faisant comprendre que le paiement des frais de condo doit se faire le premier de chaque mois? Mathieu Blanchette. La déclaration de copropriété mentionne que les copropriétaires, après, quand ils reçoivent l'avis de cotisation, doivent fournir une série de 12 chèques post-datés couvrant le montant total de la cotisation. Donc, j'ai un petit peu de misère à comprendre là, que les copropriétaires peuvent payer le 4, le 7, le jeudi du mois là, et tout ça. Donc, quand on a la série de chèques post-datés ou qu'on est en mode de prélèvement automatique à chaque premier du mois, idéalement, en fait, les copropriétaires devraient tous remettre leurs 12 chèques post-datés lors de l'Assemblée générale des copropriétaires, c'est ça? Ou pas loin de l'Assemblée, mais vous savez, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y en a qui vont faire des arrêts de paiement, il y en a qui vont faire toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, on peut appliquer les intérêts qui sont prévus à la déclaration. Ouais. Il y a souvent dans la déclaration des provisions qui disent que celui qui est en retard devra payer des frais d'administration. Ouais. Il y a aussi les règlements peuvent prévoir des pénalités aux gens qui sont en retard. Donc, une fois qu'on aura servi à ce copropriétaire-là pendant un mois ou 2 ou 3 des intérêts, des pénalités et des frais qui vont être en surplus de ces charges communes, normalement, le mois d'après, les frais de condo, il va les payer à temps. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi, on va y revenir tout à l'heure, la clause pénale. On va y revenir, qui est peut-être un moyen de dissuaser. Il faut aussi faire payer les frais de condo à temps. La question, le commentaire complémentaire de la personne qui a posé la question, c'est que le propriétaire en question désire lui-même faire ses transferts de frais de condo. D'abord, comment il peut faire ça? Puis si tel est le cas, est-ce qu'il peut faire ça? Oui, mais écoutez, c'est pas lui, là, c'est de payer les frais au syndicat. C'est pas à lui de gérer le syndicat. Alors, il doit respecter ce que le conseil d'administration a décidé. Comme dit Mathieu, ça peut être des chèques post-datés, ça peut être des prélèvements, mais c'est pas au copropriétaire de décider comment il va payer. Lui, il paye ce qu'on lui demande de payer quand le conseil décide qu'ils doivent payer. OK. Alors, M. Pavillon, une fois qu'on a fait des rappels, et comme disait Mathieu Blanchette tout à l'heure, parfois ça reste lettre morte, c'est silence radio, on n'entend pas parler d'eux. Et ça peut arriver aussi avec les copropriétaires investisseurs. Par exemple, ceux qui vivent à l'étranger, ça doit arriver, mais, Mathieu, que des investisseurs étrangers soient plus difficiles à joindre et que c'est pas nécessairement de la mauvaise foi de leur part, mais ils sont loin, la communication peut être difficile. Donc, je pense que ça arrive, Mathieu, ce genre de choses, avec les investisseurs étrangers. Oui, tout à fait. Puis, c'est pas juste pour les charges communes, c'est pour obtenir une procuration pour qu'il se fasse représenter à l'Assemblée générale annuelle, parce que dans certains syndicats, on peut avoir de la misère à obtenir, à dépasser le quorum. Donc, oui, c'est pour tout type de communication, en fait, ça peut être difficile. Des fois, il y a le facteur langue aussi. On voit beaucoup de personnes de l'Asie, par exemple, qui sont, surtout pour des condos dans le centre-ville de Montréal. Donc, il y a le facteur langue aussi. Les lois, évidemment, au Québec qui ne sont pas connues par ces personnes-là. OK. Alors, M. Papineau, alors, on a fait des rappels, on a fait preuve de civisme, les gens ont été contactés, ne paient pas, retardent, disent oui, je vais payer, ne paient pas. Donc, on en arrive à l'étape suivante, qui est la mise en demeure, n'est-ce pas, M. Papineau? Oui, effectivement. On envoie une mise en demeure.
à moins que le syndicat en ait déjà envoyé une avant, on envoie une mise en demeure en disant aux copropriétaires, si vous ne payez pas, on va instituer le recours judiciaire nécessaire pour percevoir les sommes dues. Est-ce que, M. Papineau, une mise en demeure a son effet la plupart du temps? Ça dépend à qui vous l'envoyez. Et généralement, quand vous avez des non-payeurs professionnels, ils la prennent puis ils la mettent juste avec les autres, là. Alors, ceux qui, vous savez, ceux qui sont en retard et qui ne sont pas de mauvaise foi, parce que je ne pense pas qu'on puisse dire que quelqu'un est en retard de bonne foi, là, mais ce que je veux dire, c'est que la mise en demeure est envoyée souvent, comme a dit M. Blanchette, après des téléphones, après des courriels, après tout ça. C'est quelqu'un qui n'a pas démontré la volonté de vouloir payer ou a démontré une volonté qui n'était pas sérieuse. Alors, la mise en demeure, est-ce qu'elle a un effet? Oui, parce que le copropriétaire qui la reçoit comprend que la suite va être des procédures. Mais vous savez, il y en a qui en reçoivent plus souvent que nous, on reçoit des factures, là. Ouais. Alors, ça ne les dérange pas tellement, là. Ils sont habitués. Ils sont Je peux renchérir sur Maître Papineau. François, en fait, à peu près, je vous dirais, parce que Maître Papineau, bon, il entend parler de nos cas lourds, mais environ, pour répondre à votre question, 90% des cas arrêtent à la mise en demeure. Quand ils voient l'impact de la mise en demeure, nous on l'envoie par huissier. On a un meilleur taux de réception des montants dus par huissier que quand on l'envoie par courrier recommandé pour ce Canada. Donc, on l'envoie par huissier. Quand quelqu'un cogne à la porte, puis la lettre, elle est claire, puis il n'y a rien de nouveau dans la mise en demeure, là. On l'a tout expliqué dans les différents suivis qu'on a faits dans les semaines au préalable, là. Donc, mais quand il y a un huissier qui cogne, puis il voit la mise en demeure, là, il prend la situation un petit peu plus au sérieux. Puis après ça, un mois plus tard, à chaque premier du mois, on va envoyer un état de compte à ce copropriétaire-là. Les frais d'intérêt sont dus sur la cotisation totale annuelle due, là. Donc, les frais d'intérêt peuvent monter assez rapidement. Dans certaines déclarations de copropriété, les taux d'intérêt sont quand même importants. À quel pourcentage? On voit souvent du 24 par année, soit 2 par mois. Donc, 2 par mois sur un montant annuel dû, c'est important. Oui, M. Papineau, vous allez dire quelque chose là-dessus? Oui, vous savez, je souris parce que il arrive à l'occasion, je dirais pas souvent ou pas souvent, là, il arrive à l'occasion qu'on envoie l'huissier et que c'est le conjoint qui reçoit l'huissier. Et lui, le conjoint n'est pas au courant que les frais de retard ne sont pas payés. Et ça, c'est drôle, ça a un bon effet parce que là, le conjoint dit à l'autre, comment ça se fait que c'est pas payé, tu me l'as pas dit. Celui qui doit payer a des problèmes financiers ou a des problèmes autres. Alors, vous savez, envoyer l'huissier à une personne qui vit seule, ça ne change pas grand-chose, mais une personne qui vit en couple ou avec un coloc ou peu importe, des fois, ça a une influence qu'on n'a pas pensé avant, là. Ouais. Et est-ce que on recommande, disons que le huissier est passé, le ou les copropriétaires fautifs ont reçu de la mise en demeure, ils doivent, prenons n'importe quel chiffre, 4 000 en frais de cours d'eau. Est-ce que ces gens-là peuvent négocier pour payer par versement? Puisque parfois, 4 000, 5 000 d'un coup, ça peut être une grosse bouchée à avaler, M. Papineau. Mais, M. Sellier, le principe, là, quant à moi, est le suivant. Quelqu'un qui est bonne foi, quelqu'un qui va m'appeler, me dire, écoute, j'ai perdu mon travail, j'ai eu un accident, j'ai des dépenses que mon enfant s'est cassé les dents, il a fallu que je paye. Écoutez, on comprend ça. Et les gestionnaires, c'est la même chose. Si on a quelqu'un qui colle la barre, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas réduire le montant des sommes qui sont dues. Tout le monde doit payer ce qu'il doit, mais on peut étaler les paiements de façon raisonnable avec quelqu'un qui veut être raisonnable. M. Papineau, puis après, M. Blanchette, évidemment, on parlait de la COVID-19 tout à l'heure. Les copropriétaires peuvent finalement perdre leur emploi temporairement. Bon, ils reçoivent la PCU,
Mais bon, 2 000 pour des gens qui ont des revenus supérieurs de beaucoup à ça, ça peut être un manque à gagner énorme. Mais vous dites, M. Papineau, qu'une personne, un copropriétaire qui prétend avoir perdu son emploi doit le prouver. Ben, écoutez, moi, je veux bien qu'ils me disent qu'il a perdu son emploi, là, mais faut être sûr que c'est vrai aussi. Si on veut, vous savez, c'est pas qu'on veut être difficile, mais il y en a des copropriétaires qui ont perdu leur emploi, il y a des copropriétaires qui ont eu des paiements inattendus, mais qui se sont forcés pour payer le premier du mois. Alors, par respect pour ceux qui ont respecté leurs obligations, il faut s'assurer que celui qui ne les respecte pas a raison de ne pas les respecter ou a des bonnes excuses. Mathieu, est-ce que vous demandez des preuves si un copropriétaire vous dit « J'ai perdu mon emploi, je suis temporairement insolvable ». Non, j'ai jamais demandé de preuves, là. Je veux dire, quand le copropriétaire communique et répond à nos courriels, je veux dire, on sent qu'il est de bonne foi. On va se montrer conciliant. Puis oui, étaler la somme due sur différents mois, on l'a déjà fait. Dans le fond, on va suggérer des options au conseil d'administration. Puis le conseil d'administration, selon l'historique du copropriétaire, selon les finances aussi du syndicat, est-ce que le syndicat peut se permettre d'attendre ou pas? Donc ça, c'est important de le savoir. Donc, si le syndicat a un compte chèque qui est proche de zéro, ben, ça serait peut-être important d'avoir l'argent. Donc, c'est beaucoup de facteurs à en prendre en compte. Donc, on va suggérer certaines options au conseil d'administration, puis le conseil d'administration va nous mandater selon la décision qu'ils vont avoir choisie. M. Papineau, une autre question posée par le même internaute. La question est la suivante. Est-ce que les frais pour envoyer la mise en demeure et les frais du huissier sont inclus dans l'état de compte mensuel? Donc, c'est le copropriétaire le copropriétaire fautif qui doit payer ça. Là. Bon. Si la déclaration le prévoit dans ses règlements, que le copropriétaire en défaut doit assumer les honoraires de perception, c'est lui qui va payer. La même chose lorsqu'on envoie l'avis d'hypothèque légale, on rajoute ça à la facture totale et le copropriétaire, pour ne plus être en défaut, doit payer la totalité des charges communes et des frais engendrés. Bon, alors si c'est dans la déclaration de copropriété, mais si ça ne l'est pas, on essaie pareil, mais c'est moins facile. Je peux compléter, François, si tu me permets. En fait, quand on prend en charge un nouveau syndicat de copropriété, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on lit la déclaration de copropriété puis on regarde s'il y a des coquilles. Donc, s'il y a des choses manquantes, souvent, ben, c'est ça. C'est peut-être le frais d'intérêt qui est pas clair ou qui n'est pas assez dissuasif. Il n'y a pas de clause pénale. Donc, s'il n'y a pas de clause pénale, puis on a un cas lourd de non-paiement, avant d'entamer un recours juridique, un recours en recouvrement contre ce copropriétaire-là, on va se poser la question, on va rajouter la clause pénale dans la déclaration de copropriété. Donc, on va soit tenir une assemblée générale extraordinaire pour faire voter une proposition d'amendement de déclaration pour rajouter une clause pénale, ou on va attendre quelques semaines si l'assemblée générale annuelle elle est proche dans le temps, puis on va parler de la situation que le syndicat vit actuellement concernant le non-paiement. Et habituellement, c'est très facile. Les copropriétaires sont très contents de l'apprendre. La clause pénale vient, oui. Le vote est pour. Et après, tout de suite après, on passe à l'action au niveau des recours judiciaires. Donc, la clause pénale, justement, on va en parler. Mais avant, une autre question. Donc, les frais d'huissier de justice et les frais pour la mise en demeure sont payables par le copropriétaire fautif si la déclaration de copropriété l'a prévu. N'est-ce pas? Est-ce que c'est la même chose pour les frais, par exemple, de Poste Canada en matière de courrier recommandé? Mais nous, c'est le même principe. On peut réclamer les charges. Et si moi, je les envoie courrier recommandé, ils vont être additionnés à ma facture et c'est le montant de la facture qui va être récupéré du copropriétaire en défaut. Alors, la clause pénale maintenant. On sait que maintenant, la clause pénale avec le projet de loi, avec l'adoption du projet de loi 16, la clause pénale a changé d'adresse. Elle était dans le règlement de l'immeuble et maintenant a déménagé dans l'acte constitutif qui est un des 3 volets de la déclaration de propriété. Maître Papineau, pour vous,
c'est pas une bonne chose hein, qu'on ait déplacé la clause pénale du règlement de l'immeuble à la constitutive. Regardez, la seule bonne chose, c'est que maintenant, elle est publiée, la clause pénale au registre foncier, et on peut la connaître sans même avoir besoin d'acheter ou de demander les règlements. Ce qui n'était pas le cas avec le règlement de l'immeuble. Ce qui n'était pas Non, le cas quand c'était effectivement, il fallait demander le règlement à jour et là, on le voyait. Et on n'avait pas la possibilité d'avoir le règlement de l'immeuble à moins d'être un copropriétaire ou à moins qu'un copropriétaire nous le donne. Par contre, aujourd'hui, comme vous dites, on est passé de la deuxième section de la déclaration à la première, qui est l'acte constitutif. Au lieu d'avoir une modification des règlements à 50 %, là, on est rendu à 75 %. En plus, la modification ou le règlement qui était simple à adopter, 50 %, on le gardait au registre et c'est tout. Maintenant, il faut aller chez le notaire, modifier la déclaration de copropriété, publier tout ça, ça engendre des coûts. Et en plus, si on veut la modifier dans 1 an, 2 ans ou 5 ans, si on veut modifier le montant, on va être obligé de retourner en assemblée, retourner chez le notaire, republier avec les frais que ça engendre. Ouais. Et c'est une façon, selon certains juristes, de calmer les ardeurs d'administrateurs qui pourraient être abusifs et dire, bon, ben nous, là, l'amende, on passe de 25 à 75 $ par jour pour telle infraction. Oui, mais vous savez que d'aller chez le notaire une fois que ça a été adopté, le notaire ne peut rien faire, là. Le notaire ne peut que publier ce qui a été adopté. Alors qu'on l'a adopté à 25 ou à 75 $, ça ne change strictement rien, là. Bon, très bien, excellent. Maintenant, la mise en demeure, c'est une étape. Par la suite, si rien ne se passe, si les frais de condo demeurent impayés et que la mauvaise foi est évidente, l'étape suivante, c'est soit l'hypothèque légale du syndicat ou intenter une procédure judiciaire à la Cour du Québec, division des petites créances. Maître Papineau, vous dites que l'hypothèque légale du syndicat, c'est un moyen beaucoup plus efficace et plus rapide d'obtenir l'argent? Effectivement. Par contre, c'est un moyen qui est peut-être un peu plus coûteux. Oui. Alors, l'hypothèque légale, si on part au début, 30 jours après que le paiement soit dû, on peut envoyer un avis d'hypothèque légale. On le signifie au copropriétaire si on veut, il n'y a pas d'obligation, mais on le publie au registre foncier. Donc, les créanciers hypothécaires et tout le monde qui va vérifier l'index va constater. Nous, au bureau, on a pris l'habitude de le faire signifier au copropriétaire en défaut, comme je vous disais, même si on n'est pas obligé. Premièrement, ça a un impact sur le copropriétaire qui voit l'huissier arriver avec le document qui a été publié. Deuxièmement, des fois, comme je disais tantôt, ça permet peut-être d'alerter les autres copropriétaires ou les gens qui vivent dans le même appartement de la situation. Oui. Alors, on peut faire ça. Et évidemment, il y a des frais. Je vous ai dit que le copropriétaire en défaut les assume, mais en attendant qu'il les paie, c'est le syndicat qui les assume. Alors, hypothèque légale, oui, mais encore là, ça dépend du montant. On ne prendra pas un avis d'hypothèque légale pour 400 $ de frais de condo en retard et que ça va coûter 400 $ d'hypothèque légale. Mais là, de l'autre côté, si on va à la Cour du Québec, division des petites créances, ça coûte moins cher, mais entre le temps où votre demande est produite à la Cour et souvent la date d'audition, dans certains districts comme Montréal, on en a pour 1 an et demi avant d'avoir une date d'audition. Ouais. Et là, le syndicat doit attendre 1 an et demi avant d'avoir un jugement. Mais Papineau, à partir de quel montant ça vaut la peine de faire appel à l'hypothèque légale du syndicat? Généralement, à partir de 1 000 $, ça vaut la peine, mais encore là, ça dépend. J'ai un abonné, moi, qui régulièrement, là, vous parliez de copropriétaires récidivistes, là, j'en ai un, moi, ça fait des années que le huissier va chez eux porter des avis d'hypothèque légale. Des fois, on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend de la fin de l'année financière. Mais lui, il ne paye que lorsqu'il est rendu au bout, là. Et il paye, il est rendu au bout, mais il se plaint que ça coûte cher de frais, mais il n'a jamais fait un chèque quand c'était le temps, là. Combien ça coûte, M. Papineau, un avis d'hypothèque légale du syndicat?
Bien, comme je vous dis, ça peut varier. Là, on peut parler peut-être de 300 plus les déboursés, plus les taxes. Mais moi, comme j'ai dit, on rajoute toujours les frais d'huissier qui peuvent être peut-être une cinquantaine de dollars. Et je pense que le 50 vaut son 50 Alors, on peut parler de quelque chose entre 350 et 450 Maître Papineau, après, Mathieu, sur l'hypothèque légale du syndicat, là, vous dites, le Maître Papineau, que les pénalités impayées ne peuvent pas être incluses dans une hypothèque légale du syndicat. On ne peut qu'inclure les frais de condo impayés plus les intérêts, c'est ça? Oui. La loi est très claire. On ne peut réclamer que les charges communes et les intérêts. Les pénalités ne peuvent pas être incluses dans l'hypothèque légale. Les réparations que le syndicat a fait parce que le copropriétaire a causé des dommages, ça ne peut pas être inclus non plus dans l'hypothèque légale, uniquement les charges communes et les intérêts. Uniquement. Et pourquoi c'est comme ça, M. Papineau? Parce que la loi, la réponse simple, c'est que la loi dit ça, puis le législateur a décidé ça, mais la raison particulière et principale, c'est que l'avis d'hypothèque légale est vraiment un droit, on dit, nous, exorbitant du droit ordinaire. Je me permets, moi, à titre de syndicat, de publier une hypothèque sur ton immeuble parce que tu me dois de l'argent. Je n'ai pas de permission à demander à personne, je ne vais pas voir un juge, je n'ai pas besoin d'autorisation. Alors, si le syndicat se met à enregistrer des avis d'hypothèque légale pour n'importe quelle cause, là, il peut y avoir de l'abus et des problèmes. Alors, c'est un peu, François, on a fait il n'y a pas longtemps une émission sur les avis d'hypothèque légale de construction. C'est le même principe. C'est réglementé pour éviter les abus. Oui, effectivement. Mathieu Blanchette, est-ce que vos syndicats, les syndicats que vous gérez, ont régulièrement recours à l'avis d'hypothèque légale du syndicat pour faire payer les frais de condo en souffrance? C'est plutôt rare. Je dirais que ça se rend là. Comme je précisais tantôt, à peu près 90% des cas s'arrêtent à la mise en demeure ou quelques semaines après, là, sans qu'on ait à consulter, là, à lancer la balle à l'avocat. Mais oui, malheureusement, on a vécu ce genre de situation-là là, chez plusieurs de nos clients jusqu'à la vente du contrôle de justice là, que probablement Maître Papineau va vous expliquer tantôt. Mais oui, effectivement, on en a vécu de toutes les couleurs, malheureusement. Et là, oui, effectivement, Maître Papineau, si un syndicat choisit l'option de la Cour du Québec, division des petites créances, OK? La division des petites créances ne peut statuer que sur des questions monétaires. Pourriez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, dernièrement, et c'était déjà arrivé il y a quelques années, un copropriétaire a été contesté la réclamation du syndicat en disant que les charges communes n'avaient pas été validement adoptées par le syndicat et qu'en conséquence, il n'était pas obligé de les payer. Et le juge, dans son jugement, nous dit, écoutez, moi, je ne suis là que pour décider du montant qui est dû, s'il est dû ou pas. Je ne suis pas là, je n'ai pas la compétence pour décider si la cotisation a été adoptée conformément à la loi. Alors, il a renvoyé le dossier à la Cour ordinaire et dans ce cas-là, c'était à la Cour supérieure en disant, je n'ai pas à la Cour des petites créances le pouvoir de décider de la validité des cotisations, je n'ai que le pouvoir de décider du montant. Donc là, c'est la Cour supérieure, c'est la compétence de la Cour supérieure de faire ça. Alors là, on s'est retrouvé pour faire déclarer que le montant était valide. Il a fallu aller en Cour supérieure avec les frais que ça engendre, ce qui donne beaucoup plus de temps aux copropriétaires, mais encore là, si nous avons la clause pénale dont il est question depuis le début, c'est le copropriétaire en défaut qui va ramasser la facture. Oui. La clause pénale, finalement, à ce que je comprends, et à ce que j'ai toujours compris, c'est un instrument extrêmement efficace et coercitif pour obtenir. Vous savez, la clause pénale, c'est, quant à moi, la meilleure façon de gérer un syndicat. C'est dire aux gens, si tu ne respectes pas la déclaration, si tu laisses tes souliers traîner dans le passage,
Si tu ne payes pas tes frais de condo quand c'est le temps, tu vas avoir des pénalités. Ça, les gens comprennent ça. Malheureusement, il y a des gens pour qui il n'y a pas d'autre façon de comprendre que ça. Et, Maître Papineau, encore une question pour vous. Un juge de la division des petites créances ne peut pas statuer sur le montant des frais de condo, mais il pourrait abaisser le montant qui est dû en pénalité. Tous les juges, que ce soit la Cour du Québec, division des petits créances ou ailleurs, le juge a le pouvoir, malgré le règlement, de dire, écoutez, moi, je trouve que les pénalités, c'est trop élevé, le montant total est trop élevé, et il pourrait effectivement réduire le montant de condamnation au copropriétaire. J'ai entendu dire maintenant que les juges ont tendance, dans ce genre de situation-là, à couper la poire en deux. Ça, c'est... Remarquez, c'est possible, mais je peux vous dire qu'il y a des décisions des tribunaux, dont une qui est sortie l'an dernier, que j'ai trouvé extraordinaire. Le copropriétaire se plaignait que les pénalités étaient trop élevées, que ça n'avait pas d'allure, et le juge lui a demandé à l'audience, vous, étiez-vous là à l'Assemblée? Le copropriétaire dit oui, et le juge lui a demandé, avez-vous voté pour ce règlement-là, vous? Il a dit oui, mais le juge lui a dit maintenant, payez. Alors, il n'y a pas personne qui a coupé rien là. Et c'était un montant qui totalisait dans les 20 000 $. On ne parle pas de petites pénalités. Alors, les juges sont de moins en moins gênés et respectent de plus en plus le montant parce qu'ils comprennent que c'est une façon de gérer pour certains individus. Ouais. Mathieu Blanchette, en tant que gestionnaire de copropriété, est-ce que vous représentez des syndicats à la division des petites créances? Est-ce que c'est vous qui allez devant le juge pour débattre d'un litige? Non, on ne fait pas ça. Puis je n'ai jamais recommandé non plus à un conseil d'administration d'aller dans cette avenue-là pour. Maître Papineau l'a mentionné tantôt, la longueur des recours et tout. Ce qu'on s'assure, c'est vraiment que la clause pénale soit en place, qu'elle soit valide au moment du début du recouvrement. Comme ça, la clause pénale va vraiment avoir un impact majeur dans le dossier. Donc, après la mise en demeure, à un moment donné, il va venir le temps qu'on va suggérer au conseil d'administration de faire appel à un avocat spécialisé en copropriété pour l'hypothèque légale. Si vous permettez, M. Sellier, le gestionnaire, à moins qu'il soit à l'emploi du syndicat, comme Mathieu, qui représente plusieurs syndicats, n'aurait pas le droit, en vertu du Code de procédure civile, de représenter un syndicat à la Cour. Alors, ça va être l'administrateur du syndicat qui va pouvoir y aller. Et encore là, il y a des exceptions. Si l'administrateur est avocat, il ne pourra pas représenter le syndicat parce que à la Cour des petites créances, les avocats n'ont pas le droit d'y être. Sauf exception, n'est-ce pas? Jamais. Jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est-à-dire l'exception, c'est avec l'autorisation du juge. Est-ce que c'est pour finalement mettre tout le monde sur un pied d'égalité? Parce qu'évidemment, les petites créances sont plus accessibles aussi. C'est la prétention de celui qui a eu cette idée-là, mais vous remarquerez par contre que si vous allez à la Cour des petites créances, la Ville de Montréal, là, elle n'a pas des avocats, mais elle a des spécialistes qui vont là 5 jours par semaine depuis 15 ans. C'est pas mal comme un avocat, là. Des parajuristes? Oui. Alors, est-ce qu'on fait ça pour équilibrer? Je ne suis pas certain, là. Les compagnies d'assurance sont la même chose. Ils ont des parajuristes qui sont attitrés pour ça. Donc, c'est la même chose que si c'était des avocats. Là. Bon, la clause pénale, on en parle parce que c'est un élément central là, de cette web radio puis du sujet dont on traite. Un syndicat de propriétaires qui n'a pas de clause pénale peut faire enchasser cet outil dans la déclaration sans la réécrire au complet, n'est-ce pas, M. Papineau? Comme a dit Mathieu tantôt, c'est un amendement qu'on fait lors d'une assemblée. Et écoutez, c'est pas. Moi, là, c'est pas. Comment je vous dirais? J'ai pas d'intérêt pécunier à vous dire faites-le. Au contraire, c'est la meilleure façon pour un syndicat de ne pas avoir besoin de recourir à un avocat. Alors, on amende ça, on modifie notre déclaration le plus tôt possible
pour avoir ça. Pas juste cette clause de pénalité d'imposition d'amende, mais aussi la clause qui dit que tous les frais engendrés par le syndicat chez l'avocat peuvent être récupérés du copropriétaire en défaut. Et je vais vous dire, quand on envoie une mise en demeure en disant au copropriétaire qui est en défaut, n'oubliez pas l'article 136 de la déclaration qui prévoit que vous allez payer nos frais, ils comprennent vite, là. Un syndicat peut donc prévoir des intérêts payables non seulement sur les frais de condo, mais également sur le montant des pénalités en souffrance. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Ben, écoutez, c'est toutes les sommes dues au syndicat peuvent porter intérêt. De là à voir si le juge va vous les octroyer, c'est autre chose. Mathieu Blanchet, avez-vous déjà vu ça? Des intérêts sur des pénalités en souffrance? Des pénalités, c'est rare qu'on en charge. Des pénalités, ça va être plus pour des règlements d'immeubles là, qui sont pas respectés là, quand on parle plus du bruit, animaux, souillés dans le corridor, etc. Donc, au niveau des charges communes, c'est le frais d'intérêt dans la déclaration de copropriété qu'on va s'appliquer. Ce qu'on n'appliquera pas, dans le fond, c'est des intérêts sur des intérêts. Donc, il y a des intérêts qui courent, mais on ne courra pas des intérêts sur des intérêts qui ont déjà été chargés. Donc, ça c'est une particularité qui est à prendre en compte, là, mais autrement, non, c'est ça. C'est vraiment des frais d'intérêt qu'on va charger, non des pénalités. Donc, ultimement, si l'hypothèque légale du syndicat n'a pas eu d'effet, si la Cour des petites créances, malgré une décision rendue à l'encontre d'un copropriétaire pour lui sommer de payer ses frais de condo, si ça n'a pas fonctionné, l'étape ultime, c'est la vente de l'unité sous contrôle de justice, c'est ça? Bon, il y a une petite différence entre les deux. Alors, effectivement, pour la Cour de la division des petites créances, vous produisez votre demande, vous obtenez un jugement et une fois le jugement obtenu, dépendamment du montant du jugement, parce que vous ne pouvez pas faire vendre l'habitation d'une personne pour un jugement de 4 ou 5 000 $, alors vous pourrez saisir ces biens. Évidemment, si le montant est substantiel, vous pourrez saisir et faire vendre l'appartement ou la partie privative. Dans le cas d'un avis d'hypothèque légale, une fois que l'avis d'hypothèque légale est publié, vous devrez, avant d'exercer le recours judiciaire, faire ce qu'on appelle un préavis d'exercice, ce qui s'appelait antérieurement l'avis de 60 jours. Alors, vous avisez le copropriétaire que vous allez faire vendre sous contrôle de justice son appartement et qu'il a 60 jours pour remédier au défaut. S'il ne remédie pas au défaut dans les 60 jours, là, vous prenez une procédure, une demande introductive d'instance, vous vous adressez au tribunal en leur demandant de condamner la personne à payer les frais et on pourra à ce moment-là faire vendre la partie privative sous contrôle de justice. Mathieu Blanchette, est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre carrière, la vente d'un condo en justice pour défaut de paiement des frais de condo? Oui, ben en fait, j'en vis un, mais malheureusement, j'en vis un présentement avec Maître Papineau. Ah oui? On nommera pas le syndicat Woke, mais on est là-dedans avec beaucoup d'énergie ces temps-ci. C'est pas un dossier facile, mais j'en ai vu un autre aussi il y a quelques années. C'était quelqu'un qui avait disparu, par exemple, puis on l'a retrouvé, pas nous, là, mais les avocats l'ont retrouvé à ce moment-là, il était rendu en Alberta. Donc, il a complètement abandonné ses biens, puis c'était la situation. Et dans le premier cas, Mathieu, sans nommer personne, évidemment, dans le premier cas, pourquoi ça s'est rendu jusque-là? Maître Papineau, peut-être? Ou Mathieu? Ben, à l'origine, c'est peut-être, encore là, je ne suis pas dans la peau du copropriétaire, mais c'est des décisions, souvent, c'est des copropriétaires qui ne sont pas d'accord avec les décisions qui sont prises à l'Assemblée ou par le conseil d'administration et ils vont réagir par ne pas payer leur charge commune. Puis à un moment donné, c'est ça, ils sont dans ce tourbillon-là. Mais je veux dire, ne pas payer ses frais de condo, c'est une chose, mais aller jusqu'à perdre son unité, c'est quand même autre chose, non? Oui, mais il y a des dossiers, François, où ils veulent aller contester. Vous savez,
ils savent que même si on obtient un jugement pour faire vendre du contrôle de justice, ils pourront toujours remédier aux défauts avant la vente. Alors, une fois que le juge les aura condamnés à payer, qu'ils auront contesté, on va donner le dossier à un huissier pour faire la vente du contrôle de justice, mais tant qu'on n'aura pas un acheteur qui va avoir signé et payé, il pourra remédier aux défauts. Alors, et ça va lui avoir permis d'assouvir son plaisir, de déranger tout le monde et de faire son petit point à lui, là. Ça peut durer quoi, tout ça? 1 an, 2 ans? Ça dépend du personnage. Dans le dossier dont fait référence Mathieu, je dois faire 2 ans qu'on est là-dedans, là. Mhm. Mais c'est vraiment une exception, là. Ça, c'est quelqu'un qui il y a plus que des problèmes financiers, là. Ah, OK. Bon. Et quand on en arrive à ça, vendre un condo en justice, l'argent est réparti également. L'argent va où va l'argent? Les recettes de la vente? La première chose, comme tout bon gouvernement, on paye les frais de justice. Mhm. On paye les frais que le gouvernement a assumés pour ça. La deuxième chose, les créanciers hypothécaires, bien, il y a les taxes aussi, encore le gouvernement. Il y a les créanciers hypothécaires suivant leur rang. Mais en ce qui concerne la copropriété, ce n'est pas tellement important parce que même s'il n'y avait pas assez d'argent pour payer tous les créanciers hypothécaires, dont le syndicat, la loi prévoit, vous l'avez dit tantôt à l'article 1069, que le copropriétaire subséquent, celui qui va acquérir l'appartement, est tenu des arrérages. Alors, le syndicat ne perdra jamais les charges communes. Ouais. Mais l'acheteur qui doit payer les arrérages peut retenir les arrérages pour payer les frais de condo c'est ce que disait Mathieu tantôt. Son notaire ou l'acquéreur va demander avant d'acquérir l'état des charges et le syndicat 15 jours pour y répondre, mais comme on disait tantôt, vous recevez la demande 15 minutes avant. Là. On reçoit ouais, voilà. C'est pas c'est pas très confortable, disons. C'est pas très confortable. Une question d'un internaute. Combien coûtent les frais de notaire pour faire enchâsser la clause pénale dans l'acte constitutif de la déclaration de propriété? Grosso modo, mais nous, combien ça peut coûter? Ça coûte plus cher qu'avant, hein? Ben, avant, ça ne coûtait rien. Avant, ça coûtait rien. C'était un règlement, on déposait le registre. Combien ça peut coûter? Ça dépend du notaire, ça dépend de ce que vous lui demandez. Si vous lui demandez de préparer le projet de clause pénale, vous lui demandez de préparer aussi l'avis de convocation et le projet de résolution. Si vous lui demandez après ça d'assister à l'Assemblée et l'expliquer, c'est n'importe quoi entre 500 et 2000. Là. OK. Mais moins on lui en demande, évidemment, moins ça va coûter cher. Ouais. Et puis, il faut vraiment bien y penser, bien établir les montants des amendes parce que une fois enchâssé, si on veut changer ces montants, il faut recommencer le processus. Et voilà. OK. Alors, c'est encore quelque chose entre 500 et 2000. Et voilà. OK. Bon. Alors, tu peux me permettre. Oui, Mathieu. Merci. En fait, c'est ça. Ben, c'est sûr, le gestionnaire, là, je vais me vendre un petit peu, mais le gestionnaire, on a de l'expérience et on connaît les déclarations de copropriété qui sont bien construites aussi. Donc, les déclarations de copropriété qui ont des coquilles dans les clauses pénales qui sont manquantes, bon, souvent, on va faire un peu du copier-coller. On va émettre une proposition en bonne et due forme au conseil d'administration. Le conseil d'administration va la lire, va l'approuver. On va la présenter en assemblée. Donc, ça fait partie de notre mandat de gestion qu'on a envers le syndicat. Donc, le notaire va être beaucoup moins présent. Puis, la personne tantôt qui nous posait une question là, sur la clause pénale, si je peux aider les personnes qui nous écoutent, et qui se demandent est-ce que j'ai une clause pénale ou pas dans ma déclaration de copropriété, normalement, vous allez la retrouver dans les règlements de l'immeuble, donc dans la deuxième section de votre déclaration de copropriété. Règlement de l'immeuble, ça va être au chapitre 3 probablement que vous allez la retrouver. Ça va s'appeler la section, ça va s'appeler cotisation et recouvrement des contributions. Vous devriez avoir là, certaines clauses là, en bonne et due forme qui sont inscrites à cet endroit-là. Maître Papineau, est-ce que les nouvelles déclarations de copropriété, celles qui sont publiées, celles qui sont publiées depuis quelques années,
contiennent systématiquement une clause pénale ou c'est vraiment quelque chose qui doit être ajouté par la suite? Je pense votre point de dire depuis quelques années, effectivement, depuis quelques années, c'est la norme. Tout le monde a compris que ça prend ça. Les vieilles déclarations n'ont pas ça, mais je vous dirais depuis 5 ans, au moins toutes les déclarations qui ont 5 ans et moins ont ces clauses-là. Et est-ce que cette clause pénale contient des montants d'amende préétablis? Ou... Oui, mais ça dépend du syndicat, ça dépend de l'infraction, ça dépend comment elles sont rédigées. Mais comme disait Mathieu, et il n'y a rien de magique là, dans rédiger cette clause-là. Moi, je les ai rédigées il y a 10 ou plus de 10 ans dans un livre qui s'appelle Sur les charges communes, là, et ces clauses-là apparaissent. Et souvent, c'est la clause qu'on trouve dans les déclarations de copropriété. Alors, on pourrait peut-être aller faire un tour chez Wilson Lafleur pour identifier cet ouvrage. Oui. Alors, si on va chez Wilson Lafleur, vous allez chez Wilson Lafleur, librairie Wilson et Lafleur, donc c'est wilsonlafleur.com. Vous allez dans le catalogue, vous faites Yves Papineau. Vous voyez, j'ai déjà fait des recherches pour Yves Papineau. Vous cliquez sur la loupe et c'est l'ouvrage Maître Papineau, aidez-moi. Alors, c'est celui qu'on remonte un petit coup, François. Bon, ben tiens, il n'est pas là. Oui, il est là, je m'excuse. C'est celui qui est les charges de copropriété et le recouvrement. Il vient, c'est écrit qu'il est épuisé, mais il vient d'être édité. Et de toute façon, vous pouvez aller sur le site du CAIJ, C-A-I-J. Ce livre-là est là. Vous avez accès gratuitement au livre. Et vous allez voir à la fin les clauses pénales. Il y en a 2, une pour les pénalités, une pour les honoraires d'avocat. Vous allez pouvoir vous inspirer de ces clauses-là. Il y a aussi un autre livre intéressant, M. Papineau, que vous avez publié, qui traite du guide de procédure et de fonctionnement des assemblées de propriétaires, 2e édition, revue et améliorée, adaptée au goût du jour, à notre époque, puisque le premier datait d'une dizaine d'années, si je ne m'abuse. Alors, Oui. un autre livre fort intéressant pour ceux qui veulent en savoir davantage sur les assemblées de copropriétaires, comment les faire, comment le processus se passe, toutes les étapes. Évidemment, Maître Papineau, on s'entend pour dire que plusieurs syndicats font venir un juriste, par exemple vous, d'autres comme Maître Yves Zolliker, pour assister aux assemblées, parce que ça peut aider, je pense. Ça peut aider énormément. Effectivement, on en fait plusieurs. On en fait plusieurs par semaine. Plusieurs par semaine. Alors, ça fait plusieurs soirées occupées, ça. Hein? Oui, monsieur. Mathieu, moi, j'ai une question globale, dans un spectre plus global à poser. Je la pose à Maître Papineau ensuite. Il nous reste 3 minutes, mais on va essayer de le faire en 3 minutes. Les copropriétaires qui peinent à payer leurs frais de condo, qui traînent, qui sont toujours à la traîne, ou qui ne paient pas leurs frais de condo, est-ce que ce sont finalement des gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter une unité détenue en copropriété divise? Sans vouloir insulter personne. C'est une bonne question. En fait, c'est surtout parce qu'on s'est pas assez informé ou on n'était pas assez éduqué sur la copropriété pour bien s'informer, hein, parce que c'est quand même tout un monde, la copropriété. Donc, s'informer puis comprendre ce qui va arriver dans le futur peut être difficile pour certains, surtout si le syndicat n'a pas d'outils à remettre à l'acheteur potentiel pour analyser son achat. C'est pas pour rien que la loi 16 est venue donner un gros coup de pouce à ça, d'obtenir une étude du fonds de prévoyance. Donc, les copropriétaires, maintenant, vont savoir à quoi s'attendre sur au moins un horizon à moyen terme maintenant de ce qui s'en vient sur le futur au niveau de leur cotisation, leur contribution au fonds de prévoyance. Donc, à un moment donné, il faut s'attendre que les frais de condo augmentent. Malheureusement, les immeubles vieillissent, donc l'argent doit être mis dans l'immeuble pour assurer une certaine pérennité. Donc, ça. Mais effectivement, c'est un couteau à double tranchant quand les frais de condo augmentent plus vite que ce qu'on est en mesure de payer. Alors, M. Papineau, en terminant, la meilleure façon d'éviter les surprises et d'éviter les mauvais calculs
au moment d'acheter un condo, c'est de prendre en compte tout ce qu'il faut payer. Et c'est de s'assurer de faire affaire avec un promoteur ou un vendeur responsable et honnête. Oui. Il y a aussi un courtier immobilier, il y en a beaucoup là, qui sont compétents. Courtier immobilier Oui. qui va faire les démarches, qui va, par exemple, demande de renseignement au syndicat de copropriétaires, document DRCOP. Et le syndicat, maintenant, avec la nouvelle loi, doit coopérer. Hein. Il doit maintenant être plus conciliant. Oui, effectivement. Voilà. Alors, parce que le bobo vient souvent de là, justement, du promoteur qui a fixé les frais de condo trop bas pour mousser ses ventes. Donc, les copropriétaires, quand on voit que 2, 3 ans, 5 ans plus tard, les frais de condo ont doublé, triplé, il n'y a personne de content, puis on n'est pas plus heureux de le dire en assemblée non plus que les frais de condo vont encore augmenter cette année parce que, justement, il était trop bas dès le début, malheureusement. Parce que, comme dit un vieil adage, le Père Noël n'existe pas. Alors, si la copropriété est sous-financée, éventuellement, ça va rattraper tout le monde. Et ceux qui payaient, disons, prenons un chiffre, 120 $ de frais de condo mensuellement et qui se retrouvent avec le double à payer, 240 ou même le triple, ça peut faire un méchant coup dans le budget. Ça peut faire la différence entre je garde mon condo ou je suis obligé de le vendre ou je le perds. Donc, alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à nos invités. Mathieu Blanchette, gestionnaire de copropriété chez gestiondecondo.com. Merci d'avoir été là, Mathieu. Merci, François. Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Merci, Maître Papineau, d'avoir participé à cette web radio également. Ça fait plaisir. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, mercredi prochain, 19h pour une autre web radio. Je vous indiquerai par la voie de condolégal.com le sujet qui sera traité. Merci infiniment d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.